Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Mais aussi sur Espace TV, tous les soirs à partir de 22h30, vous avez accès à cette émission. Nous avons en direct le ministre Cheikh Sako. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue sur Espace et chez les GG. Allez-y Jacques. Alors, monsieur le ministre, il s'agit donc d'une sentence qui annule une autre sentence qui condamnait donc la Guinée à payer 38 millions d'euros à Jetma. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les efforts que vous avez fournis pour arriver à ce résultat aujourd'hui? Écoutez, si vous permettez, je vais faire comment la jeunesse de ce pays. Allez. Vous savez, le litige international est né filiation par un décret du président du 8 mars 2000. Allez, ça s'entrecoupe, monsieur le ministre. La liaison est très mauvaise. On va essayer de vous rappeler, parce que là, je ne comprends pas. Ça s'entrecoupe. Mohamed Diaby, vous allez essayer de le rappeler pour essayer de comprendre plus clair. Voilà. Alors, vous avez bien fait de poser la question, mon cher Jacques. Peut-être, on va essayer de replanter un petit peu le décor pour les auditeurs à l'écoute de l'émission. Oui, selon les informations que nous avons ici, parce que c'est un article du site de Jeune Afrique, la Guinée avait été condamnée en 2014 à payer 38 millions d'euros à Jetma pour sa filiale du groupe Necotrans. En réalité, il s'agissait donc de cette affaire qui est née de la cession du terminal à conteneurs à Bolloré. Ouais. Parce qu'après, je crois qu'il y a eu un mécontentement du côté de Jetma qui a porté plainte au niveau de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et après donc, je crois la sentence qui a été prononcée condamnait la Guinée à payer, comme je le disais, 38 millions d'euros. Et si le ministre est là, je crois qu'il peut encore revenir sur l'essentiel. Parce que c'est très important de revenir là-dessus, parce qu'il disait tantôt, Ahmed, ce qu'on a compris un petit peu en substance, il n'était pas en Guinée, entre autres. Effectivement. Il est rentré dans la danse. Voilà, il faut signaler quand même que ça s'est fait en 2010, dès l'arrivée du président Alpha Condé au mois de mars. Je crois. 2011, voilà. Et Cheikh Sako n'était pas en ce moment ministre. Mais il faut signaler, comme on l'a dit, l'administration, c'est une continuité. C'est clair. Et on se rappelle que ce problème avait quand même créé un certain nombre de difficultés, il faut le signaler, à l'époque à la Guinée, puisque la Guinée s'était débarrassée aussitôt de Jetma. Jetma, selon les autorités guinéennes, qui n'avaient pas donc respecté ses engagements vis-à-vis donc de l'État guinéen, mais également des différents projets qu'elle devait exécuter au niveau du port autonome de Conakry. Donc voilà pourquoi le projet a été donné à Bolloré. Mais aujourd'hui, de toutes les façons, si la justice donne raison à l'État guinéen, moi je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est clair qu'on a dénoncé l'attribution de ce contrat, mais aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même des efforts au niveau du port autonome de Conakry de la part de Bolloré. Effectivement. Ces efforts aussi, il faut demander à ceux qui importent les véhicules, ils vous diront, avant vous emmenez un véhicule, même les insignes, on vous les vole. Aujourd'hui, il y a une certaine sécurité. Et on a vu également d'autres équipements qui sont arrivés et qui permettent de scanner au plus vite les marchandises qui arrivent. Ouais. Mais au même moment, on a encore d'autres problèmes qu'il faut soigner. D'autres problèmes, c'est quoi? C'est la circulation aussi de la drogue au niveau du port autonome de Conakry. Il faut le signaler parce qu'on a saisi de la drogue là-bas, même si on n'entend plus parler de ça. Ça s'est volatilisé. Voilà, ça s'est volatilisé dans la nature. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais on n'a pas oublié. On va toujours rappeler. Donc c'est pour vous dire... Qu'est-ce qu'il y a, la mine? Non, mais c'est Moussa en fait. Allez-y, Ahmed. Voilà, donc c'est pour vous dire quand même que... il reste beaucoup à faire, mais beaucoup d'étapes également ont été franchies au niveau du port autonome de Conakry. Je pense que c'est salutaire, mais aussi il y a un certain nombre de problèmes que pas mal de sociétés rencontrent actuellement. Je ne sais pas si c'est dû à Bolloré ou quoi, mais nous mènerons nos enquêtes. Ce sont les augmentations en cascade. Il le rappelait à chaque fois dans cette émission, Moussa Moïsi, là, entre autres, parce qu'on n'arrive pas à comprendre ces taxes. Il y a eu même je ne vais pas dire des petits, mais surtout c'est comme dans ce sens, Moussa Moïsi, là, des augmentations, on n'arrive
n'arrive pas à comprendre ces taxes, ces différentes taxes, entre Exactement. autres. La gestion des taxes sur les véhicules, sur les marchandises en vrac, dans les conteneurs, et tout cela avec le code ICTN. Tamba et moi, nous sommes revenus largement là-dessus. Et même si la corruption a la peau assez dure dans notre pays, vous vous rappelez certainement de l'enquête sur l'OGC qui n'est pas entièrement enterrée. Effectivement. Tout ça est lié un peu à ça, parce que le port autonome, c'est un ensemble. Mais ce qui a un peu choqué l'opinion, c'est lorsque le président de la République, on me dira peut-être qu'il a la liberté de le faire, lorsqu'il a affirmé au cours d'une de ses sorties médiatiques qu'il était l'ami à Vincent Bolloré. Or, la Guinée avait déjà été en bras de fer avec Necotrans, qui a sa filiale ici qu'on appelle Jetma Guinée. Eh bien, en faisant une telle affirmation, ça donnait déjà un peu raison aux gens qui pensent que c'est parce qu'il y a cette accointance entre lui et Vincent Bolloré que l'autre a été de façon... je dirais de façon rapide, dessaisi complètement de la gestion du port à conteneurs pour voir le contrat être confié à Bolloré. Bolloré, c'est un géant. En Afrique, c'est le roi de l'Afrique. En Afrique, il est un peu partout. Il est partout. Alors, donc, moi, je voyais déjà ce procès avec une petite condamnation. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Aujourd'hui, de 38 millions, nous sommes à combien? À 2 millions d'euros. Voilà, 100 millions. De 100 millions, 38, aujourd'hui à 2 millions. Qu'est-ce que 2 millions représentent Les grandes gueules dans la poche de Vincent Bolloré? Quoique c'est de l'argent. C'est le prix d'Aloco, comme on le dit chez nous, les Ivoiriens, c'est son prix d'Aloco. C'est pour acheter Aloco 1000 francs avec. Mais ceux qui. Non, mais je suis très sérieux. C'est pour vous dire que. Vous voyez le ministre de la Justice s'exprimer là-dessus avec une certaine fierté. Avec une certaine fierté, parce que 2 millions, ça sort des poches de Bolloré et l'État guinéen n'a pas eu d'égratignure. Les grandes gueules. Mais au-delà de tout, il faut voir le contrat, la gestion du contrat par Bolloré au niveau du port en conteneur. Comment les véhicules sont sécurisés, c'est bien qu'il ait dit qu'il y a une certaine sécurité, parce qu'il n'y a pas une sécurité certaine là-bas. Il y a quelques défaillances qui doivent être relevées. Et aussi au niveau de l'emploi, les fiches de paie, quand vous regardez des différents travailleurs, il y a une certaine amélioration par rapport à ceux qui travaillaient au compte de Jetma, par exemple. Parce qu'on sait comment est-ce qu'ils étaient pris à la volée. Contractuels même, c'était des journaliers, parce qu'on les prenait à 50, certains à 100 000 francs, et on les relâchait. Mais au niveau de Bolloré, il y a une gestion un peu plus saine de la ressource humaine. Il faut améliorer tout cela dans le renforcement de la vigilance sur le contenu de tout ce qui vient d'Adonavi. Nous repartons sur le terrain. Voilà, le ministre en direct. Les grandes gueules. Allez-y, Jacques. Alors, monsieur le ministre. Oui. Oui, je pense que la liaison est maintenant bonne. Vous pouvez continuer avec des explications. Je disais, voilà. Qu'est-ce qui a permis l'obtention de ce résultat aujourd'hui par la Guinée? Voilà, bon, on va aller assez vite à l'essentiel. Donc, sur ce premier arbitrage devant la cour de l'OADA à Abidjan, quand on a été condamné en première instance, alors, évidemment, moi, j'ai été chargé du dossier après la condamnation de la Guinée. Et il fallait revoir la défense. Donc, j'ai contacté les avocats de la Guinée qui sont à Paris, un à Ouagadougou, mais les autres sont à Paris, pour ficeler un peu la procédure avec eux. J'ai même changé d'avocat, pas changé le cabinet. J'ai rajouté un autre avocat. Et un élément important aussi, c'est que c'était élire un juge guinéen à la Cour de commune et d'arbitrage d'Abidjan. L'ancien président du tribunal de première instance de Kanté. Ce n'est pas rien. Parce que là, le pays était absent devant ce procès. Donc tous les autres pays voisins sont représentés. Quand il y a des affaires internationales comme ça, il y a ce qu'on appelle les réunions des juges avec le président de la Cour pour voir comment repartir les affaires, etc. Donc là, on n'était plus absent puisqu'on était informé de cette sentence. J'ai contacté également le président de la Cour pour rappeler un peu l'importance pour la Guinée de ne pas perdre cette seconde match. Alors, il faut savoir qu'en matière d'appel, en arbitrage, on demande l'annulation de la sentence. Après, il n'y a plus d'autres recours. Donc, c'est ce qu'on a obtenu. La sentence arbitrale a été annulée et elle est définitive. Donc, on a un juge à la Cour commune d'Abidjan. On a revu la défense des avocats guinéens à Paris. J'ai mis mon nom sur la dame pour leur dire que bon, écoutez,
faudrait que le dossier soit un peu plus solide en premier instant. Voilà en gros. Maintenant, le deuxième arbitrage, pas fini encore, c'est l'arbitrage qui est pendant à Paris, devant la CIRDI, la chambre d'arbitrage. Et ce second arbitrage porte sur le code, le fondement juridique sur le code d'investissement. Et là, c'est beaucoup plus sérieux parce que le montant de la condamnation réclamée contre la Guinée, c'est 160 millions d'euros. L'argument majeur de la Guinée, c'est d'essayer d'étayer devant cette cour d'arbitrage de Paris des éléments de corruption. Des fonctionnaires guinéens, même des anciens ministres qui ont pris de l'argent dans ce dossier, il faut qu'on arrive à étayer tout ça. Donc cet arbitrage est en cours pour l'instant. J'espère qu'on va gagner aussi cet arbitrage, mais ce n'est pas encore fini, ce n'est pas du tout évident. Voilà. Oui. Alors, monsieur le... Allez-y. Oui. Okay. Je voudrais juste demander, parce qu'en même temps, on nous apprend que du côté des États-Unis aussi, il y a Jetma qui est en train de se battre. C'est comme si la bataille est encore rude. Non, vous savez, du côté des États-Unis, il y a une procédure, M. Denis Sedmet a gagné une procédure, mais en réalité, il n'a rien gagné du tout. C'est que Palais ou Rio Tinto ont fait une procédure ordinaire. Les juges américains ont déclaré irrecevable leur requête. Du coup, effectivement, les sujets ont gagné. En réalité, le fond du dossier est toujours bas et la Guinée est en bonne position également. Parce que la justice américaine est de notre côté, la justice suisse aussi est de notre côté. Bien. Mais effectivement, on a un avis de coriace et c'est plus ou moins que l'État guinéen. Il faut le savoir. Alors, ce que j'arrive pas à comprendre, si on revenait un petit peu sur ce dossier Jetma, entre autres, vous disiez tantôt qu'il y avait des anciens ministres, entre autres, il y a eu des affaires de corruption, si on peut se permettre de dire comme ça. Dites-nous en dire un peu plus, monsieur le ministre. Est-ce qu'ils seront poursuivis? Écoutez, monsieur le journaliste, vous comprendrez que je ne vais pas vous dire le nom des gens, parce qu'il y a la présomption de innocence. On ne demande pas les noms, mais justement les circonstances, monsieur le ministre. Non, écoutez, pour Abidjan, c'est gagné et c'est définitif. Okay? Sur le contrat, sur la Guinée a gagné. On ne peut plus revenir là-dessus. C'est l'avantage de l'arbitrage. En deuxième instance, quand on gagne, la sentence est annulée, c'est fini. Bien. Maintenant, il y a l'autre volet, effectivement, qui est à Paris, sur le code d'investissement. Là, il faut qu'on apporte des éléments de corruption. Le week-end dernier, avec mon secrétaire général, on a passé le week-end, samedi et dimanche, à travailler sur ce dossier. Les deux témoins, je ne sais pas le nom, qui ont été à Paris témoigner, et c'est des fonctionnaires guinéens, et c'était très important, dans une audience. Donc on est en train de voir d'autres hauts fonctionnaires qui ont fait objet de corruption dans ce dossier pour qu'ils fassent des témoignages, ou par écrit, ou moi je les fais auditionner du procès verbal par un juge d'instruction, et pour envoyer ça à Paris. Bon, pour l'instant, il n'y a pas les noms, même si j'ai le nom, je ne peux pas vous le dire. Mais on va essayer de faire notre travail. Je dis simplement que ce dossier a été repris par le ministère de la Justice. On va travailler en professionnel. Parce qu'en matière de contentieux international, on ne peut pas faire de l'amateurisme. Il faut qu'on arrête ça dans notre pays. Merci. Voilà, monsieur le ministre Cheikh Sako, en direct chez les juges. Dernière question. Monsieur le ministre, on vous connaît pour votre franc-parler. On fait aussi le reproche à Bolloré, au professeur Alpha Condé, d'avoir bénéficié de certains fonds comment on appelle, de Bolloré, dans, bien entendu, sa campagne électorale. C'était en 2010. Écoutez, là, vous avez dit que je ne m'explique pas, parce que moi, je suis en Guinée. Deuxièmement, vous savez bien, tous les pays du monde, même en France, les chefs d'État, les candidats pour les chefs d'État reçoivent des fonds bienfaiteurs, pas illégal, ça existe partout. Voilà. Maintenant, pour le cas d'espèce, je ne connais pas, je ne peux pas en parler parce que je ne le connais pas. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, dans un instant, on parle environnement dans cette émission, évidemment. Et Tamba, on a écouté le ministre Sako. On a écouté le ministre Cheikh Sako. En tout cas, il y a pas mal d'éléments sur lesquels on peut bien vouloir s'exprimer.
Mais moi, ma préoccupation, c'est justement le rôle de la Guinée dans toute cette affaire. Ouais. Parce que c'était une convention qui était signée entre l'État guinéen et Jetma, qui est une filiale du groupe français Necotrans. Et c'était pour une période internationale, il faut le signaler. C'était pour une période, de 25 ans. Alors, il y a eu pas mal d'investissements dont Bolloré a d'ailleurs profité, et c'était un élément du fond du dossier que Necotrans a soumis à la justice. C'est-à-dire que plus de 30 millions, en tout cas d'après l'entreprise, d'après le groupe français Necotrans, plus de 30 millions ont été investis au port autonome de Conakry. Et ces investissements étaient effectifs et qu'ils auraient profité au groupe Bolloré. Aujourd'hui, on peut bien finalement se poser la question de savoir quel a été précisément le rôle de l'État. Pourquoi avoir résilié le contrat de Jetma? Si cette question n'est pas suffisamment étayée, il y a pas mal de questions qui vont continuer d'être soulevées. Parce que Necotrans n'hésite pas à soumettre à la justice cette option que la campagne présidentielle de M. Alpha Condé avait été financée à pas mal d'argent. Et il y a même une enquête qui a été ouverte là-dessus. Mais on n'a pas pu donner de suite là-dessus. Il faut dire au ministre qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas illégal. Parce qu'il faut se poser deux questions. Premièrement, qui donne l'argent du financement de la campagne? C'est une première question. Mais de l'autre côté, est-ce que cet argent qui a été donné a profité à l'obtention d'une telle convention? C'est la deuxième question que je me pose. Bien, des questions qui restent sans réponse. Non, mais si, il y a une réponse. Elles auraient pu avoir une réponse. Je pense que ce que Tamba a dit est parfaitement clair. Monsieur le ministre, vous avez fait une brillante intervention, mais là, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que ça se fait partout. Mais comment ça se fait? C'est justement la grosse question. Si vous donnez et en contrepartie, vous avez quelque chose, ben là, c'est mauvais. Mais si vous donnez pour donner, sans rien, je suis comme des bons samaritains. Voilà, comme des bons samaritains. Voilà, t'es trop innocent. Non, mais je ne suis pas innocent, mais je suis en train d'expliquer aux gens. C'est pour vous dire que je ne suis pas d'accord avec. Ça fonctionne comme ça. Oui, c'est pour vous dire que je ne suis pas d'accord avec Monsieur le ministre quand vous avez vu Sarkozy dit que ça n'a pas de Kadhafi. Oui, Sarkozy, ça a chauffé. Ça a chauffé, bien sûr. Et le même Bolloré aussi. Voilà. Avec Sarkozy. Justement. Allez, Jacques, on va évoluer là-dessus. Dans un instant, on va essayer de partir avec Jean-Paul Katembouduno, c'est ça? Contebedouno. J'ai du mal, hein. Katembouduno, voilà, qui va intervenir. Excusez-moi. Allez, il est là? Oui, nous allons partir sur le terrain. Bonjour, monsieur Jean-Paul. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, bienvenue sur Espace, allez-y. Alors, la mine peine bien à épeler votre patronyme ce matin. Contebedouno. D'accord. Alors, nous parlons climat, la COP 21. En tout cas, c'est une rencontre internationale de très grands enjeux. Nous aimerions vous entendre, vous qui êtes juriste, sur les enjeux de la rencontre. Oui, moi qui suis juriste spécialiste du droit des investissements et en conséquence intervenant comme un amateur du droit climatique en l'occurrence. C'était une précision à apporter. Oui, allez-y, dites-nous précisément. Allez-y. Pardon? Allez-y. Oui, donc je disais que la réflexion autour de la COP 21 doit être inscrite dans une démarche plutôt historique. Parce qu'en réalité, il faut considérer que en 1972, il y a eu la conférence de Stockholm qui est considérée par beaucoup de spécialistes des questions climatiques comme étant le facteur marquant de l'internationalisation des questions environnementales et donc leur soumission au droit international pour la première fois. Et à partir de 1992, on le sait tous, il y a eu la conclusion de la Convention cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique, notamment sur le changement climatique. Et donc la COP21 doit être considérée en effet comme étant la résultante de ce processus qui a été consacré dans les années 1992 et qui aujourd'hui mérite d'être précisé à la lumière bien sûr de la conférence de Copenhague qui est considérée comme la plus déterminante des trois autres. Justement, alors vous faites bien d'évoquer Copenhague. Et la question que nous posons ce matin, est-ce que Paris peut éviter, en tout cas, peut-elle réussir le pari manqué de Copenhague, monsieur Jean-Paul? La question, elle est intéressante. Elle est intéressante d'autant plus que, vous savez, la Cour permanente de justice internationale dans l'affaire du Lotus nous a rappelé que la limitation aux souverainetés des États ne se présume pas. Et donc, sur ce point de vue, on considère qu'on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. D'autant plus que
on a la position américaine sur la question du COP21 qui est très nuancée. Donc, il y a d'un côté l'affirmation de l'attachement à un renouveau décisif, notamment partir vers 2% d'émissions de gaz à effet de serre, et de l'autre côté, un obstacle institutionnel national. En termes simples, la conclusion par le président des États-Unis d'Amérique ou la souscription à un engagement international à Paris qui a une valeur contraignante suppose que cet engagement devra, pour engager les États-Unis d'Amérique, passer au Congrès américain. Or, vous le savez, le Congrès américain est majoritairement constitué de républicains, le président étant un démocrate, et par voie de conséquence, les républicains étant aussi en majorité défavorables à un tel accord, parce qu'on le sait, il a des implications sur le développement des États-Unis d'Amérique. Je ne suis pas sûr que cette absence de sûreté étant l'affirmation d'un point de vue subjectif, susceptible d'être remise en cause, c'est d'ailleurs ce que je souhaite, que le président de la République puisse prendre la décision de s'engager et souscrire à un accord contraignant, alors bien qu'il sait que cet accord ne pourra pas bénéficier de l'adhésion de la majorité républicaine au Congrès. Alors, vous l'avez dit, on ne peut pas prévoir ce qui peut se passer, Jean-Paul. On va juste revenir un petit peu en arrière. Et il y a eu un mini-sommet aussi où on nous apprend que l'Afrique a des projets mais n'a pas de moyens. Comment est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'elle fait entendre sa voix comme il le faut à ce sommet, à cette rencontre? Est-ce qu'elle va réussir à tordre les mains à ces grandes puissances qui sont les plus grands pollueurs dans ce monde? C'est une question très intéressante que vous posez. Vous savez, les tenants du courant réaliste des relations internationales, notamment Kenneth Waltz, qui est l'auteur récent le plus intéressant, considèrent que la puissance est le facteur structurant de la politique internationale, et que les organisations internationales ne sont que des variables dépendantes de la puissance. Pour vous résumer très simplement, il faut dire que les États africains ne peuvent que se soumettre aux exigences des grands. Et que par voie de conséquence, leur influence ne peut rien. Ils ne peuvent pas être influents parce qu'ils n'ont pas de moyens d'influence. Et donc, il faut lier la question que vous venez de poser à tout ce que je disais tout à l'heure. Il se trouve que lorsque les États-Unis, qui constituent le deuxième plus grand pollueur au monde, n'adhèrent pas à un engagement contraignant, et que l'Inde, qui assujettit l'éventualité de la souscription à un engagement contraignant au financement préalable de 100 milliards à partir de 2020 par an, ne souscrit pas aussi parce qu'il n'y a pas de financement, et que la Chine, qui a ses propres soucis intérieurs, ne souscrit pas en raison de l'argument américain. Je me demande quelle serait la pertinence ou même l'opportunité de la souscription ou de la conclusion d'un accord contraignant, accord qui exclut les États qui en réalité sont les auteurs de la pollution de l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, il faut le rappeler, Jean-Paul Cotin-Bodino, juriste, doctorant donc du côté de la Sorbonne à Paris, en direct ce matin chez les juges. Dernière question. Alors Jean-Paul, cette dernière question, on épilogue assez là-dessus, mais on aimerait justement savoir quels vont être les mécanismes de la contrainte juridique auxquels peuvent avoir accès les États pour contraindre tous les États partis à respecter l'accord qui, s'il est acquis, peut permettre de sortir du réchauffement climatique. Question aussi intéressante. Je pense que je suis obligé de répéter que les questions sont intéressantes parce qu'elles le sont, pas parce que j'aime répéter l'intérêt. Il y a en réalité un premier aspect juridique qu'on doit avoir en tête. Il se trouve que, comme je le disais, en fait, la Cour permanente de justice internationale l'a consacré dans les années 1927. La limitation aux souverainetés des États ne se présume pas. Et donc, on ne peut pas contraindre à un État de souscrire à un engagement. D'ailleurs, la Cour permanente de justice internationale, dans l'affaire du Wimbledon, a considéré que la souscription à un engagement international est non seulement un attribut de la souveraineté, mais c'est aussi une limitation de la souveraineté. Et donc, si vous me parlez de contraintes, la question qui se pose est celle de savoir, est-ce que vous envisagez l'éventualité de la contrainte économique des petits États afin de s'engager dans un processus conventionnel? Et en l'espèce, il se trouve que les États qui sont puissants, qui ont beaucoup d'argent, sont ceux qui sont en cause en réalité. Bien. Et donc, ils n'ont aucun intérêt à contraindre des petits États à souscrire à un engagement auquel eux-mêmes, ils n'entendent pas souscrire. En clair, vous écoutez ce matin, c'est comme si c'était un jeu, quoi.
Je ne suis pas. Oui, un jeu peut-être une forme de jeu déguisé, parce que le président des États-Unis d'Amérique en venant était bien conscient que la situation institutionnelle interne ne peut pas être favorable à l'engagement international des États-Unis d'Amérique lorsque la majorité républicaine est défavorable à un projet. Bien. Et que par voie de conséquence, il savait ou il pouvait imaginer l'éventualité d'un blocus interne ou il envisageait de venir encourager les autres et se dissocier de tout processus conventionnel contraignant. D'ailleurs, ils l'ont fait avec le protocole de Kyoto. Bien. Ils l'ont signé, mais ils ne l'ont pas ratifié. Donc, c'est un précédent qui mérite d'être pris comme un exemple, comme un précédent très intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Jean-Paul Cotin-Bédouno. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous en prie, merci. Au revoir. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. On parle de notre avenir ce matin chez les GG, évidemment. Vous le voyez à l'écran, c'est spécialement, notre spécialiste maison, je vais dire Algassimou Ba, qui nous rejoint dans ce studio, Ahmed Kamara. On a écouté monsieur Jean-Paul. Il a été clair. Je pense que la question que Tamba a posée en dernière position concernant donc la mesure coercitive qui va être prise, mais quelle sera la valeur juridique de cette mesure finalement si les États décident de ne pas aller sur le chemin choisi lors de cette rencontre de Paris. Et finalement, qu'est-ce qui va être fait? Je pense que c'est la grosse question. Et les États, il faut les signaler, puissants tels que les États-Unis et autres, il risque d'y avoir un certain nombre de problèmes parce que c'est dans ces États, il faut signaler que l'industrie fonctionne à grande échelle et ces États continueront toujours à polluer du jour au lendemain, se débarrasser de tout cela. Je pense que ça peut être un peu compliqué pour ces États. Donc, ça mérite assez de réflexion. Je pense que ça ne suffira pas à faire baisser d'un cran la question de réchauffement climatique, mais je pense qu'il faut toujours continuer et pousser les grandes puissances quand même à respecter, il faut le signaler, ces différents accords qui seront signés. Comme si c'était possible. Ahmed, mon cher ami Moussa, nous avons notre spécialiste maison ici. Moi, je veux dire rapidement que la planète, c'est donc notre bien commun. Ça appartient à toute l'humanité. S'il y a de grandes puissances qui polluent de la sorte, la Chine a suivi des États-Unis, ensuite l'Inde. Je pense qu'à cette rencontre, il faudrait quand même un peu d'humanisme de la part de ces puissances, puisqu'on ne peut pas les contraindre. Il n'y a pas de mesure coercitive pour les obliger donc à verser, à respecter le deal pollueur-payeur. Mais il faudrait penser à ces îles qui vont bientôt disparaître. Vous avez vu l'état dans lequel se trouve le président comorien à cette rencontre du côté de Paris et d'autres présidents qui sont à la tête de petites îles regroupées qui se demandent mais quel va être leur sort. Mais nous aussi, pays africains, j'aimerais dire une chose là, même si vous riez, je veux dire quelque chose. Les grandes puissances veulent nous financer afin qu'on quitte directement de l'état comme on appelle, de l'état assez naturel de notre développement. On est encore à l'état de la brousse, des champs qu'on cultive. On veut qu'on dépasse là pour passer directement aux énergies renouvelables. Ils veulent mettre un fonds en place. Bon sang de bon Dieu. Ce fonds qu'ils mettront en place pour décaisser ce fonds, pour que ça puisse véritablement bénéficier aux peuples qui sont en difficulté. Ça va être exactement comme ce qu'on a vécu lors du sommet de Copenhague. Il n'y a rien qui sera fait. Moi, je pense que cette rencontre, au-delà d'avoir mobilisé beaucoup de personnes, au-delà d'avoir mobilisé du monde, ça n'aura pas d'impact sur les pays qui sont confrontés au changement climatique. Vous allez le voir, 5 ans plus tard, vous me donnerez raison. Ben voilà, ben oui, 5 ans, bien. Allez, Algassim, bonjour. Et bienvenue chez les GG ce matin. On parle environnement ce matin, il faut le rappeler, vous êtes spécialiste là-dessus. Moussa, hier, il était très en colère à la fin de l'émission. Et cette phrase à dire, l'Afrique a des projets, malheureusement, ben nous n'avons pas de moyens. Ça vous inspire quoi tout ça, Alga? Si nous allons au niveau de la jeunesse, on se rend bien compte que la Guinée s'est beaucoup investie dans le cadre de l'identification des problèmes climatiques. Il y a eu une première communication nationale qui a essayé de relever tous les problèmes environnementaux de la Guinée. Et de cette communication nationale est sorti le PANA, c'est le plan d'action national d'adaptation au changement climatique. C'est ce PANA donc qui a permis d'identifier 25 profils de projets qu'on pouvait bien financer et qui pouvaient permettre à la Guinée notamment de s'adapter à ce changement climatique. Parce que c'est un phénomène mondial qui existe. Pour y faire face, il n'y a aucune autre possibilité que de s'adapter. C'est comme si je donnais une illustration qui voudrait que quand il
fait chaud qu'on s'habille en blanc pour ne pas subir, disons, ces rayonnements solaires. Donc, il y a eu 25 profils de projets. Parmi ces 25 profils de projets, il n'y a en ce moment que 2 projets qui sont mis en œuvre. C'est notamment le projet de la résilience et d'adaptation au changement climatique au niveau de la zone côtière, qui permet à ces populations côtières de résister. Parce que c'est ça aujourd'hui. Il y a un problème face auquel on ne peut apporter que la résilience. La résilience, par exemple, pour des personnes qui sont en bordure de mer, c'est bien de protéger la mangrove naturelle qui existe. La Guinée a une chance d'avoir une mangrove et toutes les expériences ont prouvé que les pays qui ont de la mangrove sont plus résilients à l'effet de remontée de la mer. Il y a aussi l'adaptation de toutes les activités. On sait par excellence que les communautés villageoises vivent essentiellement de la nature, que ce soit de la pêche, que ce soit de l'agriculture. Ces populations, je veux dire, font des activités qui doivent être protégées. Parce que ce que nous disons aujourd'hui en termes de menaces climatiques ne s'attaque pas directement ou forcément à l'homme, mais ça s'attaque non seulement à l'homme, mais ça s'attaque aussi à ses activités. L'exemple patent qu'on puisse donner, vous avez fait un tour au niveau de Kabak, vous vous êtes rendu compte que les plaines rizicoles sont en train de foutre le camp parce que tout simplement, la mer est en train d'avancer. Alors, c'est un espace qui permettait de faire de l'agriculture, c'est un espace qui permettait de faire de la pêche. Donc, il faut adapter tout ça. Ce qui veut dire qu'il faut forcément des moyens. Nous avons vu que les efforts endogènes n'ont pas permis de faire une digue capable de protéger l'île. Alors, en termes d'adaptation pour les pays africains, il faudrait bien envisager de gros montants internationaux pour qu'il y ait une digue qui puisse permettre de protéger cette population, qui est aussi une population qui a des espaces rizicoles qui peuvent servir de grenier pour la Guinée. Au-delà de cet aspect, lorsque nous parlons aujourd'hui de financement, ce n'est pas que de la mendicité. Le changement climatique provoqué aujourd'hui a été provoqué par les pays industrialisés. Parce qu'il a fallu que ces pays renoncent à cette éthique environnementale pour essayer de mettre en place des industries. Et ce sont ces industries-là qui sont à la base de cette pollution. Aujourd'hui, obtenir un accord, vous avez vu, à Copenhague, il y avait un accord à minima. Obtenir aujourd'hui un accord, c'est très contraignant parce que ça veut tout simplement dire renoncer à un modèle de développement qui a pris de l'ancrage et qui a permis à ces pays d'être aujourd'hui des superpuissances. Si les États-Unis sont la plus grande puissance du monde, c'est parce que les États-Unis n'ont pas pensé à l'environnement. Les États-Unis ont accepté de mettre de l'industrie et de se développer. Les mêmes contraintes, c'est avec la Chine. La Chine, vouloir renoncer à la pollution, c'est encore vouloir renoncer à un positionnement. Parce que tous les pays aujourd'hui aspirent à être des puissances. On parle d'énergie renouvelable. Pour revenir maintenant au financement des pays africains, nous qui ne sommes pas responsables de cette pollution à grande échelle, il faudrait bien que nous ayons... Mais nous sommes victimes, quoi qu'on dise. Nous sommes victimes à plusieurs degrés. Ahmed rappelait il y a comme 2 jours, 3 jours ici dans notre émission, parce qu'on a vu un petit peu le ministre, comment il s'appelle, le ministre de la ville. De la ville, tout à fait, qui dégageait un petit peu, je vais dire, les côtes et tout ça. Et on nous apprend aussi que là, il y a les routes qui vont passer. C'est un peu comme la poussée d'Archimède. C'est-à-dire, lorsque vous poussez par là la mer, elle trouve bien sa place de l'autre côté. Ce qui fait que les parties basses sont tout le temps immergées par le fait de l'occupation des parties hautes. Ça, c'est un aspect. Je voudrais revenir sur le fait de ce financement que les pays africains attendent. Il est tout à fait normal que les pays africains se développent. Vous savez pourquoi? Mais dans le cadre de la Guinée... Dans le cadre de la Guinée, les experts ont fait savoir que la Guinée est en puits de carbone. C'est-à-dire, quand nous prenons les forêts de la Guinée, quoi qu'elles soient en train aujourd'hui de disparaître, les forêts de la Guinée absorbent l'oxygène que nous, le dioxyde de carbone que nous sommes en train d'émettre. C'est-à-dire, quand vous faites la part des choses, vous vous rendez bien compte, ce que nous émettons et ce que nous absorbons, on se rend bien compte que nous absorbons plus que nous n'émettons parce que nous avons des forêts. Donc, on respire propre en Guinée. Oui, c'est-à-dire nous respirons propre en Guinée. Nous respirons propre en Guinée. Nous sommes un pays plus de carbone. Pur chez nous. Et si
Justement, par rapport à des pays, le calcul a fait savoir... qui est dans ton quartier. Non, le calcul a fait savoir que... N'allez pas à Combos pour respirer. Allez-y, Jacques. Le calcul a fait savoir que nous aspirons plus que nous n'en émettons. L'avantage, il est international. On a dit que la planète n'a pas de frontières. C'est-à-dire que les pays qui sont en train de polluer aujourd'hui, si l'humanité maintient son équilibre, c'est parce que quelque part, il y a ces forêts du Congo, il y a ces forêts de la Guinée qui permettent d'absorber ce que l'humanité entière est en train d'émettre. Donc, vouloir financer les pays africains, c'est sauver la planète tout entière parce qu'il y va aussi de la survie de ces pays qui ne sont pas exempts de catastrophes naturelles. C'est-à-dire les catastrophes qui se passent dans ces pays qui provoquent aujourd'hui le changement climatique. Si vous prenez les catastrophes naturelles aux États-Unis qui ravagent toutes les parties des forêts qui prennent feu, ils ne sont pas exempts de catastrophes. Voilà, Al-Gassim Mouba, allez-y. Al-Gassim, moi je voudrais soulever une autre question. Peut-être que c'est la vision de quelqu'un qui ne connaît pas bien l'environnement. Je suis en train de penser qu'il y a certes la pollution à grande échelle. On accuse les grandes puissances d'être les pollueurs. Maintenant, il faut voir la pollution à petite échelle. Au niveau des États africains même, il y a des activités qui ne sont quand même pas, si vous voulez, bonnes pour la protection de l'environnement. Je pense à l'agriculture sur brûlis qui continue. Je pense à l'insalubrité grandissante. Je pense à la déforestation. Toutes ces activités... Je suis même tenté de demander, c'est quoi l'importance du ministère de l'Environnement en Guinée? Oui. En fait, alors, toutes ces activités jouent, n'est-ce pas, sur l'environnement et pourraient être considérées comme la dégradation de l'environnement au niveau local. Vous avez utilisé le concept qui s'y est. Si nous accusons les pays industrialisés de faire de pollution, les pays africains sont souvent accusés d'être des pays qui participent à la dégradation de ce qui reste. C'est une chance pour la Guinée, encore une fois, je l'ai dit, d'avoir une mangrove qui se trouve au niveau de ses côtes. Parce que c'est une sorte de ressort, de résistance, de rempart. Mais le problème se trouve où? Si nous prenons Conakry, tous les ménages de Conakry, c'est-à-dire le bilan énergétique de Conakry repose sur le bois. Quand vous faites un tour au niveau du port de Dixine, vous vous rendez bien compte combien de tonnes de bois de mangrove sont y déversés. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous dégradons les ressources. Et souvent, sous les regards du ministère de l'Environnement qui ne fait pas assez d'efforts. Vous prenez le cas de la forêt classée d'Anta. Il était prévu il y a de cela une année, lors de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, qu'on fasse une ceinture au sein de cette forêt. Cette forêt n'est toujours pas aujourd'hui clôturée, elle est coupée à longueur de journée. Si vous prenez le cas des feux de brousse, c'est-à-dire on n'a toujours pas trouvé des alternatives possibles. Parce qu'on dit que le pauvre, lui, il vit de la nature. Pour lui extraire de cette pratique ancestrale, il faudrait bien lui proposer quelque chose qui puisse être l'alternative équivalente. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un foyer ordinaire, qu'on lui propose un foyer amélioré, parce que de toutes les façons, ça va réduire la quantité de bois qu'il va aller chercher dans la brousse. Si nous prenons le cas de Conakry, qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'investir dans des alternatives qui existent comme le gaz butane? Parce qu'aujourd'hui, vous interdisez la coupe de bois, c'est tout Conakry qui va se lever contre le gouvernement parce que tout simplement, les ménages vont continuer à cuisiner, les repas quotidiens vont être préparés. Mais il faudrait bien trouver des alternatives qui existent. Et le financement qu'on pourrait obtenir de ces conférences internationales devait être orienté vers la résolution de ces problèmes par le financement des alternatives. Alors, Gassim, par rapport à ces fonds, vous pensez aujourd'hui que la Guinée est capable d'avoir rapidement des sous, puisque vous avez parlé d'un certain nombre de projets qui existent, mais qui souffrent de financement? C'est ça le problème, justement. On a 25 projets. Et parmi ces 25 profils de projets, il n'y a que 2 projets actuellement qui sont en cours. Donc c'est une aubaine pour la Guinée, ces fonds? C'est une aubaine pour la Guinée parce que quand on parle de la Guinée, on ne peut pas dissocier la Guinée des pays qui sont en aval. Aujourd'hui, tous les pays limitrophes qui trouvent, disons, de l'eau par le fait que la Guinée soit un château d'eau d'Afrique,
quand la Guinée, disons, perd ces forêts, ces têtes de source, parce que ce sont ces têtes de source-là qui permettent à l'eau de continuer. Même le projet ambitieux de Caleta dont on parle, quand nous finissons par faire la déforestation, il n'y aura pas suffisamment d'eau pour pouvoir alimenter. Donc la question d'environnement est tellement centrale que quand on n'en prend pas la dimension qu'il faut, nous allons nous retrouver sans aucune atteinte d'objectif. Alors, dernière question. On est pris vraiment par le temps. Al-Gassim, vous êtes assez intéressant sur le dossier. Vous avez certainement entendu parler du fonds vert. Okay. Le fonds vert qui s'évalue aujourd'hui à autour de 10 millions d'euros. Alors, deux cadres représentent l'Afrique à ces négociations. Et le projet du Malien, c'est justement d'amener les plus grands pollueurs et aussi les plus grandes puissances à augmenter ce fonds vert-là. Quelle chance est-ce qu'on a d'aboutir à cela? Et dernière question, la Convention cadre des Nations Unies sur le climat de 1992 prévoit que les États partis puissent chaque année non seulement initier de nouvelles actions, mais actualiser et communiquer sur ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que la Guinée est en train de suivre ce protocole-là? La Guinée, pour le moment, l'opportunité qui s'offre à la Guinée, c'est ce transfert de technologie climatique. Le problème, c'est de trouver des projets qui puissent répondre aux normes de financement. Donc, il y a des experts internationaux qui vont venir travailler avec les cadres locaux pour les apprendre à formuler des projets qui puissent permettre à la Guinée de tirer parti de ce aubaine mondial parce que, encore une fois, quand la Guinée va mal, c'est tous les pays qui sont desservis par les ressources de la Guinée qui ne vont pas dormir en paix. Voilà, allez, dernière non, c'est pas une question. De toute façon, c'est une satisfaction. Ouais. On accuse toujours la Guinée de ne pas pouvoir quand même rafler les fonds qui existent au niveau donc, des pays développés pour venir financer un certain nombre de projets ici. Mais si Al-Gassim m'apprend aujourd'hui qu'il y a une vingtaine de projets qui existent déjà dans ce cadre-là, moi je pense que alors la Guinée doit tout simplement appuyer sur l'accélérateur pour rentrer le plus vite que possible en possession de ces fonds. Il fait excessivement chaud. On n'a pas envie d'avoir plus chaud que ça. Voilà, et on ne peut être que fier aussi, hein, mon cher. Allez, qu'est-ce qu'il veut rajouter? Que nous poursuivons l'enquête sur le ministère de l'alphabétisation et comme j'avais commencé à faire quelques jets, nous allons certainement revenir sur ce dossier soit cette semaine ou en début de semaine prochaine. Al-Gassim Ba, oui, Tamba. L'Afrique produit moins de 3% de tous les gaz à effet de serre aujourd'hui. Mais quelle est la place que l'on donne au continent africain? Nos présidents, certes, ils sont présents à cela, mais si les grandes nations refusent de consentir à un accord sérieux pour aider l'État, je veux dire le monde, tout va se gâter malheureusement. Et c'est nous qui allons subir les effets de cette pollution. Avec nous eux, qui sommes les plus petits producteurs. Avec eux. Voilà. Merci beaucoup, mon cher ami. Voilà, Gassimo, peut-être même il faut vraiment prévoir une émission à la radio comme ça. Parce que voilà, on ne peut pas l'interrompre, Gassimo. Merci à vous, mesdames et messieurs, à l'international. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Et évidemment, avec comme invité, entre autres, quelques talents. La Guinée regorge. La preuve est là, quoi, avec Al-Gassim. Allez, passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.